Merci. Vous m'entendez bien? C'est bon. Donc, bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, chers collègues. Alors, rapidement, donc, moi, je suis Adi Apchi, je suis magistrat administratif. J'ai été successivement rapporteur public en TA, en cour administrative d'appel. Je suis actuellement détaché à la Cour des comptes comme magistrat financier et je reviens très prochainement donc, dans la juridiction administrative. Où je suis donc de retour au tribunal administratif de Lyon. Donc je souhaite tout d'abord remercier chaleureusement monsieur le professeur Blanco pour son aimable invitation qui, vous l'avez compris, me permet, je dois l'avouer, de renouer avec mes vieilles passions, que je vais retrouver d'ailleurs bientôt, celles liées aux contentieux sociaux que j'ai longtemps et que j'ai toujours pratiquées d'ailleurs, notamment en tant que rapporteur public. Alors je vais essayer ici, dans une première partie, de vous démontrer en quoi les contentieux sociaux ont largement contribué depuis l'année 2013 à l'essor de l'oralité au cours du procès administratif. Puis, dans un second temps, je m'interrogerai sur le point de savoir si cette oralité est-elle en soi de nature à remettre en cause ou, à tout le moins, à re-questionner l'office du juge administratif tel qu'il a été traditionnellement conçu dans la procédure contentieuse administrative, notamment sur l'apport de l'oralité dans la posture de ce qu'on appelle aujourd'hui chez nous le juge administrateur, notamment en matière de contentieux sociaux. Et enfin, nous examinerons brièvement, parce que je pense que c'est un aspect qui est assez négligé, les effets des pratiques récentes de médiation administrative juridictionnelle comme vecteur de l'oralité, en particulier dans les contentieux sociaux. Alors, en introduction, donc impossible, bien évidemment, pour le magistrat administratif que je suis, de ne pas introduire mes propos par une observation du professeur Chaput dans son droit du contentieux administratif, dans lequel il écrit, je cite, « Le principe du caractère écrit de la procédure contentieuse devant le juge administratif est une garantie de bonne justice. Il permet en effet au juge comme aux parties d'être constamment et pleinement au courant du déroulement de l'instruction du procès. Il prévient les surprises, et si, bien entendu, une procédure orale peut être disciplinée de façon à satisfaire aux exigences de la nécessaire contradiction, une procédure écrite est de nature à y satisfaire plus naturellement et plus sûrement. » Et de rajouter, toujours le professeur Chaput, « Il existe certainement entre la qualité de juridiction administrative et le caractère écrit de la procédure un lien étroit et naturel dont on ne trouverait pas l'équivalent en matière civile. » Fin de citation. Alors je me suis naturellement interrogé sur le point de savoir si cette prédominance de l'écrit au sein de la juridiction administrative est-elle finalement désormais révolue. Alors je le crois volontiers, en tout cas dans le champ des contentieux sociaux, qui constitue pour nous ici un laboratoire véritable de l'oralité au cours du procès administratif, et je vais tenter de le faire valoir aujourd'hui devant vous. Alors penchons-nous tout d'abord sur l'essor de l'oralité, largement favorisé à ce jour par les contentieux sociaux. Alors, l'essor de l'oralité a été largement favorisé par le contentieux social. Qu'est-ce que c'est le contentieux social? Il faudrait commencer par ça. Donc, oscillant de 10 à 12% selon les années récentes, les contentieux sociaux sont aujourd'hui un contentieux de masse, parmi les quelques 200 000 requêtes reçues chaque année dans les tribunaux administratifs. Il me faut tout d'abord dire quelques mots sur le périmètre du contentieux social, qui est assez large, mais qui englobe principalement 3 éléments. Le premier, c'est l'aide sociale légale, dont une partie seulement était dévolue au CDAS, c'est-à-dire aux commissions départementales de l'aide sociale, déclarée, vous le savez sans doute, inconstitutionnelle en 2011 par une question prioritaire de constitutionnalité du 25 mars 2011. Puis, du fait de cette inconstitutionnalité, cette aide sociale légale a été reprise par les tribunaux administratifs à compter du 1er janvier 2019. On peut citer ici, par exemple, l'aide sociale à l'hébergement, l'APA, pour l'autonomie, ou encore l'aide médicale d'État. Ça, c'est le premier élément, l'aide sociale légale. Deuxième élément important, c'est le champ du RSA, qui représente, donc revenu de solidarité active, qui représente parfois, selon les TA, 50% du stock des contentieux sociaux ou du contentieux social. Champ du RSA, et je mets dans ce champ en package, j'allais dire, les droits connexes tels que le logement,
notamment le contentieux de l'APL qui, d'un TA à un autre, peut être quand même assez massif. Bon, mais c'est assez variable d'une juridiction à une autre. Troisième champ qui est moins connu, ce sont toutes les décisions prises dans le champ de l'orientation professionnelle, du travail et de l'emploi. On peut mentionner ici les radiations de Pôle emploi, les décisions de RQTH, de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou encore moins connu, les mesures d'orientation des personnes handicapées en milieu ordinaire ou protégé de travail qui émanent des CDAPH, c'est-à-dire des commissions départementales de l'autonomie des personnes handicapées. Il faut donc bien avoir en tête que toutes ces décisions, ces trois grands éléments, ces trois grands pans du contentieux social, tous ces actes administratifs pris par diverses autorités locales, départementales ou par des représentants de l'État, touchent à la vie quotidienne de nos concitoyens, influent sur leur avenir souvent, ou constituent parfois même, notamment pour les décisions de refus, un frein à leur développement psychosocial, affectif, mais aussi éducatif. Alors, longtemps étranger, ou à tout le moins peu familier pour le juge administratif de droit commun, le contentieux social était en très grande majorité l'apanage de juridictions administratives spécialisées, on a parlé de la CDAS tout à l'heure, où l'oralité, assez forte au plan local et départemental notamment, était déjà en vigueur. C'est le cas des commissions départementales d'aide sociale où l'oralité était assez forte. Compte tenu du caractère complexe ou trop technique, pour ne pas dire rébarbatif, du contentieux dont il s'agit, le juge administratif s'est longtemps tenu à l'écart de ce mouvement. Et comme l'indique habilement Anne Courrèges, ancienne rapporteure publique dans ses conclusions pédagogiques sous l'arrêt du Conseil d'État, Madame Vattier, du 16 novembre 2009, un arrêt extrêmement connu en contentieux social, un peu vieux, mais qui reste quand même d'actualité. Comme le disait Anne Courrèges en s'adressant à sa formation de jugement, je cite « Les efforts que vous avez pu accomplir pour définir des blocs de compétences au profit de la juridiction de l'aide sociale ne sont pas sans limite. Vous avez toujours refusé de consacrer un principe selon lequel tout litige se rattachant directement ou indirectement à l'aide sociale relèverait de la compétence de ces juridictions. » Fin de citation. Ainsi, tant le législateur que les sages du Palais Royal eux-mêmes ont toujours veillé à ce que le juge administratif de droit commun recouvre ses prérogatives, ses compétences juridictionnelles, y compris dans le champ de l'aide sociale. Et il faut dire qu'en ouvrant le champ des possibles pour le juge administratif de droit commun, Anne Courrèges avait à l'époque, à son corps défendant, joué les Cassandres. Je m'explique, 4 ans après l'arrêt Vattier de 2009, devant la montée en charge rapide du contentieux du RSA résultant de la loi du 1er décembre 2008, le juge administratif a été inondé de requêtes en contentieux social et il est bel et bien devenu aujourd'hui un juge de droit commun de l'aide et de l'action sociale. Face à ça, il fallait bien évidemment réagir, il fallait organiser les choses. Et dans ce contexte, c'est le décret du 13 août 2013 qui a véritablement défini les paramètres de l'instruction des contentieux sociaux et aménagé alors tous les ingrédients de l'oralité au cours du procès administratif social. Sans viser l'exhaustivité sur cette question, car tel n'est pas mon propos, il y a tout de même 5 éléments essentiels à explorer dans notre analyse et dont je souhaite vous rendre compte ici. Premier élément, tout d'abord, les requêtes sociales sont dispensées d'avocats. Donc là, j'explicite le décret du 13 août 2013. Tout d'abord, les requêtes sociales sont dispensées d'avocats en application des dispositions du 4e alinéa de l'article R431-3 du Code de justice administrative, de sorte que le requérant ou la requérante a la possibilité d'être présente à l'audience ou présent à l'audience et se défendre oralement seul, et donc sans être représenté formellement, ce qui induit une situation somme toute assez peu fréquente devant le juge administratif de droit commun, où le requérant se retrouve seul. On pense notamment à l'inverse, donc aux litiges d'urbanisme, de marché public, de police ou encore de responsabilité, dans lequel le requérant n'est jamais bien seul tout de même. Deuxième élément, le décret du 13 août 2013 introduit la novation procédurale selon laquelle l'examen de l'affaire est effectué par un juge unique social, en application de l'article R222-13, premier alinéa du Code de justice administrative, et pour laquelle le rapporteur public peut être dispensé de conclusion. Le justiciable n'affronte donc pas une formation collégiale, mais un juge unique,
Une formation collégiale donc absente, dont on sait souvent qu'elle peut impressionner et ne contribue pas à la prise de parole en public. Suivant les juridictions, les requérants sont plus ou moins présents à l'audience, et d'expérience, on le sait, le fait par ailleurs que le rapporteur public est dispensé de conclusion s'il se dispense, bien évidemment, et le fait qu'il ne prononce pas de conclusion peut avoir un double effet qu'on peut qualifier d'intrinsèquement contradictoire. Alors je m'explique. Soit le justiciable profite du temps de l'audience ainsi libéré par la dispense de conclusion et prend lui-même la parole du fait de l'absence de conclusion, soit au contraire, le justiciable se tait et garde le silence alors que des conclusions du rapporteur public auraient pu, le cas échéant parfois en tout cas, constituer ce que j'appelle moi un produit d'appel pour une prise de parole certaine de la part du justiciable lui-même en réponse à ces éventuelles conclusions. Troisième élément, toujours issu du décret, l'instruction concrète de l'affaire facilite elle aussi l'oralité. En effet, devant le caractère très peu argumenté ou structuré des mémoires ou des requêtes, pour ne pas dire leur caractère indigent, le Code de justice administrative a facilité la vie des requérants, entre guillemets, en leur aménageant un régime spécifique de traitement et d'instruction de leurs prétentions prévu à l'article R 772-5 du Code de justice administrative. On pense ici naturellement tout d'abord à l'existence du formulaire d'instruction prévu à l'article R 772-7 de ce code, que le magistrat instructeur peut être conduit à envoyer au requérant en cas de requête peu ou pas motivée. Il est à noter que ce formulaire, dans certains TA, sert aussi de support, d'ailleurs, d'intervention orale aux requérants eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont rempli le formulaire, ils l'ont envoyé au juge et ils viennent à l'audience avec ce formulaire également, ce qui leur sert finalement de ligne. Si cet outil est utilisé certes au départ pour contrer l'insuffisance de motivation d'une requête habituellement rejetée par ordonnance, il s'avère, ce formulaire, être dans la pratique plus qu'un outil de contournement d'une irrecevabilité pour défaut de moyens ou de conclusion. Il cristallise souvent les problèmes auxquels a été confronté le requérant dans ce litige. Il liste aussi les égarements de l'administration, notamment départementale, je pense au RSA notamment, en termes de procédure, de vice de forme, etc. Autant d'éléments apportés par la suite à l'oral par le requérant et que le juge peut regarder comme des moyens ou à tout le moins comme des arguments au soutien de moyens, entre guillemets, au sens contentieux du terme. Dans ce régime spécifique, il faut réserver un sort particulier aux dispositions de l'article R 772-8 du Code de justice administrative qui prévoit, en effet, c'est assez original, l'obligation de communication par le défendeur, notamment l'administration départementale, de l'entier dossier social du requérant. Cet article vise à faciliter cette fois-ci l'avis du juge, car le requérant ne donne pas forcément tous les éléments nécessaires à la résolution du litige dans les pièces transmises à la juridiction. Il n'est pas rare que cet entier dossier soit transmis à la dernière minute par la CAF, la Caisse d'allocation familiale, ou le département lui-même, de sorte que le juge pourra s'interroger avec ce dossier en séance sur le sort ou la portée de telle ou telle pièce, ce qui est d'ailleurs du domaine de l'impossible ou du quasi-impossible en contentieux général traditionnel, une telle disposition miroir n'existant pas en contentieux fiscal ou en contentieux général. La survenance en dernière minute d'éléments contenus dans le dossier social du défendeur est de nature à favoriser l'oralité au cours de l'audience. Et sur ce champ de l'article R 772-8, on sait que le juge administratif ne saurait rejeter les prétentions du demandeur sans avoir reçu communication du dossier par le défendeur. On peut voir en ce sens un arrêt du Conseil d'État, Madame Payette, P-A-Y-E-T, fiché en B sur ce point, du 4 décembre 2019, rendu aux conclusions de notre collègue Marie Sirinelli. Cette obligation visant ici à faciliter le fait qu'on ne peut pas rejeter sans avoir reçu le dossier entier de l'administration, cette obligation visant à faciliter l'émergence d'un régime de charge de preuve objective dans lequel le juge devra se forger sa conviction. Mais si le juge a reçu l'entier dossier en amont, il n'est pas tenu de rouvrir l'instruction ni de poser des questions lors de la séance, sauf à ce que le requérant apporte lui-même oralement des éléments de fait nouveaux, puisqu'il peut le faire, de nature à remettre en cause la conviction du juge, mais aussi parfois des éléments de droit qu'il n'avait pas pu faire valoir dans ses écrits, auquel cas le juge va rouvrir l'instruction et réaudiencer, ce qu'il essaye d'éviter quand même compte tenu de l'encombrement des rôles du juge unique social. Quatrième élément, toujours issu du décret du 13 août 2013,
l'audience du juge unique social favorise en elle-même l'oralité. À cet égard, faut-il rappeler que l'article R 772-9 du Code de justice administrative dispose que la procédure contradictoire peut être poursuivie à l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit objet de la requête. Cette dimension n'est donc sûrement pas à négliger ici, car en effet, il est très fréquent, notamment dans le champ de la remise de dette, de RSA par exemple, domaine pour lequel le juge administratif doit apprécier la bonne foi et la précarité du demandeur, il est tout à fait fréquent d'entendre le requérant sur ces deux aspects, bonne foi et précarité. Le contentieux social constitue alors un laboratoire de l'oralité, en tant que cette oralité y apporte un élément, pour ne pas dire un tournant, décisif, utile à la résolution du litige lui-même. On peut citer en l'espèce les interventions du requérant ou des avocats parfois, qui permettent de faire le départ entre la fausse déclaration de revenus, par exemple qui est intentionnelle, et l'erreur de déclaration qui est non intentionnelle, ou encore celle qui porte sur la réalité ou l'absence de vie maritale, c'est un classique d'intervention à l'oral, en particulier dans le contentieux des APL ou du RSA. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment une option pour le juge est souvent tenu d'écouter, sans que soit invoquée comme paravent, une quelconque clôture d'instruction préalable. D'ailleurs, le juge peut décider de différer la clôture d'instruction à une date postérieure à l'audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires à la suite de ces interventions orales. En règle générale, on note dans cette perspective que le juge procède à la clôture d'instruction à l'issue de l'audience et non quelques jours avant. Il n'y a pas, vous le savez, dans le champ du contentieux social, de clôture systématique tacite 3 jours avant l'audience, ça n'existe pas. Contrairement donc à d'autres contentieux généraux. Déjà dans un arrêt du Conseil d'État, Madame G, du 2 octobre 2017, les sages du Palais Royal écrivent que, je cite, « Le tribunal doit prendre ainsi en considération les éléments de fait invoqués oralement à l'audience qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit objet de la requête. » Donc ils reprennent finalement le texte du décret. Sur un plan connexe, il est vrai que l'article R 772-9 du Code de justice ne laisse pas en principe de place particulière à l'introduction à l'oral d'éléments de droit en cours d'audience. Jusqu'à maintenant, le texte ne prévoit que les éléments de fait. Mais, il faut le dire, ce serait totalement irréaliste de le cacher, il est assez fréquent, au détour d'une contradiction orale en séance, notamment en présence d'avocats, que l'un d'entre eux annonce le dépôt d'une note en délibéré sur des moyens de droit sur lesquels il s'est exprimé à l'oral au cours de l'audience du JU social, qui sera, le cas échéant, propice à la réouverture d'instruction et même au renvoi de l'affaire, notamment dans l'intérêt du demandeur d'aide sociale. Ces éléments tendent, selon moi, à rapprocher le juge administratif unique social du juge civil de droit commun, dont les instructions et audiences sont, dans une large mesure, oralisées. Cette mesure d'intervention orale à l'audience, y compris en bout de course, vous l'avez compris, sert surtout à la vérité à pallier l'éparpillement labyrinthique des écritures contenues dans les mémoires sociaux, notamment sans avocat, qui n'ont parfois, il faut le dire, pas de direction réelle ni d'argumentation suffisante. Par suite, la finalité de ces règles est de faciliter l'échange du requérant avec le juge et de permettre à celui-ci d'avoir la connaissance la plus précise possible de la situation des personnes concernées, souvent fragiles ou vulnérables au demeurant. En dernier lieu, c'est le 5e élément, et c'est sans doute un point qui apparaît sous-estimé par la doctrine, le fait que le juge administratif ne statue pas tant sur la légalité des décisions qui lui sont soumises que sur l'octroi lui-même de droits ou de prestations et sur la situation de la personne, ne laisse à la vérité que peu de place aux arguties de droit, mais au contraire donne un rôle essentiel à l'oralité qui a trait aux faits pour leur grande majorité. Autrement dit, c'est davantage le dialogue entre le justiciable et son juge, ou à tout le moins entre le demandeur, l'administration et le juge, qui compte plutôt que le raisonnement juridique. En effet, prenons l'exemple du champ de la suspension de droit au RSA, édicté à l'article L262-37 du Code de l'action sociale et des familles. Dans le champ de la suspension, ce sont souvent les interventions orales du requérant qui vont permettre, s'il vient à l'audience, bien évidemment, de résoudre le point de savoir si c'est à tort
ou à bon droit que l'administration a procédé à la suspension du droit au RSA, un non-respect des obligations du contrat d'engagement réciproque, en raison de contraintes matérielles ou familiales, est à cet égard habituel, puisque le requérant va venir expliciter les raisons de pourquoi il ne s'est pas rendu à tel ou tel entretien ou telle obligation, ce qui va conduire souvent d'ailleurs le juge à remettre en cause, en fonction de ce qui est justifié devant lui à l'oral, la mesure de suspension qui a été édictée par l'administration. Cette illustration renvoie en filigrane naturellement aussi à la question longtemps restée délicate de l'office du juge du contentieux social, question que nous nous proposons d'aborder en deuxième partie. L'oralité requestionne-t-elle ou remet-elle en cause l'office du juge lui-même? En matière d'office du juge social, rappelons tout d'abord que le Conseil d'État n'a pas érigé dès le départ, contrairement à ce qu'on entend parfois dans certains prétoires, le Conseil d'État n'a pas érigé dès le départ de régime contentieux unifié dans le champ de l'aide sociale ou de l'action sociale. Il n'a pas davantage voulu d'un office du juge homogène dans le champ des contentieux sociaux. Ainsi, certaines matières comme le RSA n'ont jamais relevé de l'excès de pouvoir et sont appréhendées dès le départ, dès 2009, ou dès 2010, on va dire, en plein contentieux, alors que le contentieux de l'aide sociale à l'enfance a, par exemple, longtemps été appréhendé en excès de pouvoir, tout comme celui des APL. Il aura fallu attendre en réalité l'arrêt du Conseil d'État département de l'Oise du 3 juin 2019, premier arrêt d'une série de 4 arrêts du Conseil, pour que l'ensemble du contentieux social passe désormais en plein contentieux. Il ne s'agit donc pas tant pour le juge unique social de statuer sur la légalité des décisions en litige que de se prononcer lui-même sur l'octroi des droits ou prestations sociales en cause. Certains collègues, comme mon ami Jean Lessy, ancien rapporteur au Conseil d'État à la première chambre sur le social, ont qualifié cet office de, je cite, de juge 2 en 1. Comme l'indique le rapporteur public Rémi Decou Paolini dans ses conclusions sous l'arrêt du 3 juin 2019, département de l'Oise, je cite, « Nous ne pensons pas que l'on puisse aboutir, par le biais de l'excès de pouvoir, à des solutions pleinement satisfaisantes, notamment lorsque la contestation porte sur l'octroi d'une prestation donnant lieu à renouvellement périodique. » Et de rajouter de toute évidence que, je cite, « Dans la hiérarchisation des exigences à prendre en compte, le traitement de la situation de la personne nous semble primer sur la vertu pédagogique, voire disciplinaire, de l'annulation de la décision administrative, et le détour par la légalité nous paraît ici secondaire par rapport à l'objectif d'efficience de la justice, qui doit consister à vider pleinement le litige en attribuant ses droits aux justiciables. » Fin de citation. Ainsi, avec le passage au recours de plein contentieux, le juge peut non seulement annuler la décision de refus de droit, mais il doit calculer, déterminer, se prononcer lui-même sur les droits de l'intéressé. On peut voir l'arrêt topique ou fondateur en ce sens du Conseil d'État, Madame Labachiche, du 27 juillet 2012, que vous connaissez. Au besoin, d'ailleurs, le juge va déterminer les droits en fixant des principes et en renvoyant, le cas échéant, le requérant devant l'administration départementale pour le calcul dont il s'agit. Le juge peut également admettre, c'est un des pouvoirs du juge de plein contentieux, admettre à la remise de dette de RSA, d'APL, et ne se borne pas à annuler la décision de refus de remise gracieuse de dette opposée par l'administration. Ces pouvoirs sont donc forts, larges et étendus, faisant du juge une figure d'administrateur, il faut le dire, ce qui n'a pas toujours été regardé par le passé comme sain ou judicieux ou réaliste, notamment par les collègues magistrats eux-mêmes, dans un contexte, vous l'avez compris, à l'époque, en 2010, de montée en charge du contentieux social, au début des années 2010, beaucoup de collègues ont vu dans le plein contentieux un danger ou, à tout le moins, une charge incompressible. Mais à vrai dire, cet office de plein contentieux est désormais rentré dans les mœurs, entre guillemets, si nous osons dire, et il apparaît aujourd'hui qu'il transforme le juge administratif de droit commun en lui imposant pragmatisme, célérité et efficacité dans le traitement des litiges sociaux. Et justement, en quoi l'oralité agit-elle sur la posture du juge administratif statuant en plein contentieux? La réponse à cette question n'a rien d'évident, mais l'on peut faire une double hypothèse. Premièrement, le fait de pouvoir introduire de l'oralité au cours de l'audience, ou à tout le moins de pouvoir prendre en compte à l'oral des éléments nouveaux sur la situation du demandeur, ses difficultés,
amplifie le pouvoir de plein contentieux du juge. Il ne l'amoindrit pas, mais l'optimise, au contraire. Autrement dit, le fait d'être en plein contentieux pour le juge relève d'une posture qui favorise l'intégration de l'oral au cours de l'audience. Ainsi, prendre en compte les éléments fournis à l'oral permet quasiment de manière instantanée de statuer sur le litige, notamment en plein contentieux, en résolvant l'affaire à la date à laquelle le juge statue. L'excès de pouvoir n'a ici que peu de portée, et on comprend aisément que l'oralité renforce, facilite et fluidifie les pouvoirs du juge de plein contentieux, par exemple dans le champ du RSA, pour ne citer que lui. Comme l'écrit Rémy Decoupaolini dans l'arrêt précité, dans ses conclusions sous l'arrêt département de l'Oise, je cite, « La généralisation de l'office de plein contentieux ne peut venir à notre sens qu'au soutien de la procédure oralisée prévue par les articles R 772-5 et suivants du Code de justice administrative. Il nous paraît en réalité le seul office en cohérence avec cette procédure, le seul susceptible de maximiser toutes les potentialités. » Fin de citation. Le fait, deuxième élément, deuxième branche de l'hypothèse, le fait de statuer en plein contentieux oblige aussi par la même occasion le juge à prendre en compte tous les éléments apportés à l'oral comme à l'écrit jusqu'à la date à laquelle il statue. Ceci peut apparaître important lorsque la précarité économique et financière du débiteur d'aide sociale, confronté à un indu, par exemple, d'aide sociale, est en débat, et par suite, une remise de dette peut être traitée par le juge à la dernière minute grâce au développement oraux du requérant. Le juge ne pouvant refuser d'entendre les éléments oraux apportés au cours de l'audience et ne pouvant par suite plus se réfugier derrière les limites de l'excès de pouvoir en opposant au demandeur que, comme ce qu'on faisait en APL avant que ça passe en plein contentieux, en opposant au demandeur que les éléments apportés n'influent pas sur le litige, la décision de refus de remise de dette n'étant quasiment plus d'ailleurs en jeu à l'époque. Ce qui compte d'ailleurs pour le juge administratif social, c'est d'admettre ou pas lui-même à la remise des dettes et rien d'autre. Ceci nous fait dire que l'oralité en plein contentieux impose au juge administratif une rigueur d'analyse tout autant qu'une grande réactivité, vous l'avez compris, dans l'appréhension d'éléments introduits au cours de l'audience. C'est justement lors du procès social que le juge peut se rendre compte par le biais de l'oralité, de la part du demandeur, mais aussi par l'oralité introduite par l'administration elle-même, que le litige pourrait, de part et d'autre, éventuellement trouver une issue par une voie de médiation administrative. On ne peut à cet égard négliger le fait que le champ social et l'oralité qui fait corps avec ce contentieux constituent aussi un formidable laboratoire de la médiation administrative, juridictionnelle pour les tribunaux administratifs, et c'est ce que je souhaite rapidement développer en troisième et dernière partie. Donc les effets de la médiation administrative comme vecteur de l'oralité. La médiation administrative juridictionnelle est prévue aux articles L 213-1 à L 213-10 du Code de justice administrative. Elle se définit comme un processus structuré par lequel les parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leur litige avec l'aide d'un tiers, le médiateur. L'objectif final est de trouver une issue au conflit qui oppose le requérant à l'administration par une solution équitable, compréhensible et acceptable pour tous. Je ne parle pas ici des médiations administratives avant saisine du TA, mais plutôt une fois que le contentieux est pendant devant le TA. Deux hypothèses concrètes se présentent au requérant. La première, le demandeur peut s'entendre avec l'administration, ou vice-versa, pour recourir à une médiation. Il peut alors demander à la juridiction en charge du dossier d'organiser cette médiation. C'est l'objectif de l'article L 213-5 du Code de justice administrative. Le président du TA désigne souvent d'ailleurs dans ce cas un médiateur extérieur dont les frais seront à la charge des parties. Deuxième hypothèse, et c'est celle qui nous intéresse directement liée à la deuxième partie que j'ai développée, c'est le tribunal qui peut également de sa propre initiative, au vu de ce qu'il entend par l'oralité des débats, de sa propre initiative, le tribunal peut à tout moment proposer aux parties de recourir à une médiation que le juge effectue lui-même, ou plus rarement en désignant un médiateur. C'est cette seconde hypothèse qui est de plus en plus utilisée et qui est prévue à l'article L 213-7 du Code de justice administrative. La procédure contentieuse est alors suspendue le temps que la médiation ait lieu, et si la médiation aboutit à un accord, la procédure contentieuse s'achève par un désistement ou un non-lieu à statuer constaté par le juge. C'est ce qui se passe souvent d'ailleurs en contentieux social. Si elle échoue, la procédure contentieuse reprend son cours alors, sans que puissent être invoqués devant le juge les échanges intervenus au cours de la médiation. La médiation juridictionnelle, entre guillemets, est appliquée de plus en plus dans le champ du contentieux social,
Et le phénomène d'oralité représente à cet égard un accélérateur de la médiation. En effet, on peut constater empiriquement au moins que plus d'éléments oraux il y a à l'audience, et plus forte survient la probabilité pour le juge d'ouvrir, de provoquer ou de proposer une médiation juridictionnelle. Il faut néanmoins que le litige social s'y prête, bien sûr. C'est justement le cas dans le champ de la remise de dette, propice à la médiation, où la bonne foi et la précarité du demandeur doivent être appréciées diversement selon les collectivités départementales. Tous les conseils départementaux n'apprécient pas la précarité de matière identique. Tout le monde n'apprécie pas, tous les conseils départementaux n'apprécient pas donc les manières, n'apprécient pas de la même manière la mesure de cette précarité. Selon également le timing ou le moment du litige, selon qu'on se trouve en période de crise économique, de fort chômage ou pas, de crise sanitaire, et bien sûr selon les arguments apportés à l'oral lors de l'audience, en particulier sur l'intentionnalité de la fraude ou d'omission par exemple. Donc lorsque le juge s'aperçoit que effectivement il n'y a pas forcément fraude ou c'est une erreur de déclaration, etc., on pourrait négocier, entre guillemets, une remise de dette partielle, il peut amener les parties finalement à s'accorder sur cela. Hein, c'est pas si fréquent, mais d'un ressort à un autre, ça peut se passer quand même. Ainsi, l'oralité introduite dans le champ du contentieux social enrichit les opportunités de médiation. Et la médiation enrichit à son tour l'oralité devant le prétoire du juge administratif, sans d'ailleurs que le volet médiation et le volet purement contentieux ne soient toujours hermétiquement fermés, le juge oscillant, vous le savez, souvent entre ces deux rives. Vous l'avez compris, le temps d'une procédure écrite apparaît révolu pour le contentieux social. Ce champ reste au demeurant assez original dans le panorama contentieux, mais il se pourrait ou il se peut qu'il préfigure, avec l'oralité des référés que nous venons de voir, une nouvelle forme de procès administratif. L'oralité renouvelle ainsi l'office du juge et marque sa spécificité dans le champ social. Et je ne peux clore justement cette intervention sans faire un clin d'œil lyonnais à Daniel Chabanol, conseiller d'État honoraire, ancien président de la Cour administrative d'appel de Lyon, auteur de la pratique du contentieux administratif, ouvrage dans lequel il décrit le juge administratif comme, je cite, un juge singulier parce que sa mission et non pas d'arbitrer entre les intérêts d'égale valeur de personnes privées, mais de faire le partage entre les intérêts des personnes privées, leur liberté, leurs droits individuels et ceux de l'administration, ce que requiert la recherche de l'intérêt général. Entre ces valeurs souvent inconciliables, par exemple le droit de propriété, les exigences d'urbanisme, les libertés individuelles et la police administrative, le juge administratif doit effectuer des arbitrages toujours délicats dont dépend finalement la qualité de la vie collective. Fin de citation. Le champ du contentieux social largement oralisé en constitue pour moi une parfaite illustration. Je vous remercie.